Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du Champ des Possibles qui vous est proposé par Semae et par l'Opinion. Nous sommes au 60e Salon de l'Agriculture, c'est le 5e jour. Les acteurs commencent à être un peu fatigués, mais ils sont quand même toujours très enthousiastes. Et aujourd'hui, moi, je suis très contente de recevoir sur ce plateau Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour Emmanuel Ducrot. Vous êtes la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas votre premier salon de l'agriculture, c'est le 5e, mais c'est le premier où vous êtes là tous les jours. Exactement. Alors, on va commencer cette interview par quelque chose d'un peu personnel, pas trop quand même. Qu'est-ce que c'est vos impressions avec ce salon de l'agriculture? Vous êtes dans le grand bain, où vous voyez des acteurs tous les jours, dans une période pas forcément simple. Comment est-ce que vous ressentez les choses, l'ambiance? Alors l'ambiance, c'est beaucoup de fierté en fait. C'est-à-dire que d'abord la diversité des agricultures, la diversité des produits, la manière dont on voit que notre agriculture est en train de se transformer. Moi, je vois des projets qui ont avancé d'une année sur l'autre. J'étais il y a 5 ans en charge de l'industrie. Il y avait des startups que j'avais lancées qui étaient vraiment en phase de concept. Je les vois grandir, je les vois exporter. Ça, c'est une très grande fierté. Et puis aussi d'être dans le grand bain de ce que je n'avais pas vu comme ministre de l'énergie ou ministre de l'industrie, c'est-à-dire ce qui se passe derrière, les backstage, entre guillemets, le matin, la traite, le lavage des animaux, des images assez magnifiques. Et donc, oui, très grande fierté d'avoir ce nouveau portefeuille et très envie de faire bouger les lignes. Bon, alors justement, là, vous arrivez quand même au moment où il se passe beaucoup de choses dans le monde agricole. On est en train de sortir, espérons, d'une crise assez historique. Vous êtes en train de travailler avec le monde agricole. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Ça continue, les réunions. On est en train d'essayer de dépouiller, j'allais dire, la norme, le droit qui est un peu lourd. Est-ce que vous avez identifié, vous, des sujets sur lesquels vous pouvez travailler maintenant, sur lesquels vous travaillez avec le monde agricole pour faire avancer le débat assez vite parce qu'il y a des très fortes attentes? Je crois qu'il y a 2 niveaux d'intervention. Il y a le niveau de très court terme où il faut desserrer l'étau sur les exploitants agricoles en matière de trésorerie. C'est ce que nous faisons en débloquant des fonds d'urgence qui commencent à payer maintenant pour les agriculteurs qui sont confrontés à des situations particulières. Je pense à la viticulture, je pense à l'élevage bovin confronté à la MHE. Je pense également tout simplement à des tensions de trésorerie pour nos agriculteurs avec la possibilité d'avoir des avances sur les remboursements GNR. Donc ça, c'est immédiat maintenant et l'argent qui descend dans les cours de ferme. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'agenda de simplification. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut montrer que ça bouge. Donc moi, je veux qu'on montre qu'on tient nos engagements. On a un décret qui est sorti hier sur la dénomination viande. Ça, c'est fait. On a un décret qui est sorti sur la simplification des curages de fossés. C'était une attente très forte. Ça, c'est fait. Donc, il faut pouvoir montrer que l'agenda de simplification, c'est un agenda qui va courir sur plusieurs mois, mais que chaque jour, chaque semaine, il se passe quelque chose. La troisième chose, c'est que les projets bougent sur le terrain. On simplifie les procédures pour les installations classées, pour faire des stockages d'eau, pour curer les fossés, pour la réutilisation de l'eau également. Mais si en fait les projets sont bloqués pour une raison X ou Y, et peu importe, quelque part entre l'administration et les exploitants, ça ne marche pas. Donc là, il y a une nécessité d'animer, de mettre du tempo dans les décisions, de faire en sorte qu'un non soit non rapidement, qu'un oui soit oui rapidement, et que les dossiers descendent et que les projets descendent sur le terrain. Puis la quatrième chose, c'est la transformation. Et là, c'est du long terme. La transformation, c'est comment notre agriculture, qui est la première victime du dérèglement climatique. Et je pense qu'il faut nommer les choses. Cette crise agricole, vous avez raison de le dire, c'est la plus importante depuis 30 ans, probablement. Mais il y a 2 choses nouvelles qui sont dans le paysage. La première chose, c'est qu'on a un acteur qui s'appelle la Russie qui désorganise les marchés de l'énergie. On a réussi à reprendre la main et les marchés de l'agriculture. Et là, pour le coup, ça continue à turbuler très fortement. Et puis, on a le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, c'est pas nouveau, mais il faut être lucide. Ces 5 dernières années,
on a enchaîné les épisodes climatiques qui baissent les rendements, qui rend moins résilientes les exploitations. Et donc c'est un stress énorme pour les exploitants de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'année et d'avoir cette espèce de sentiment de travailler pour le roi de Prusse. On sème, on voit la récolte levée et badaboum, vous avez un épisode climatique extrême et là vous perdez 50, 60, 70% de tout le travail de l'année. Et donc sur ça, là aussi, c'est comment on se projette en 2050, comment on se projette en 2030 et on fait en sorte de faire pivoter notre agriculture. Dans l'intitulé de votre ministère, il y a maintenant la souveraineté alimentaire. On a découvert à la faveur de la guerre en Ukraine, peut-être un peu avant, que c'était absolument nécessaire, comme la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle. Qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire, peut-être on doit le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre définition et en quoi est-ce que ça oriente vos axes de travail? Alors la souveraineté, c'est un fil rouge de mon action au sein du gouvernement. Ça fait 5 ans et demi maintenant que je suis dans le gouvernement. L'industrie, il a fallu rebâtir des capacités industrielles. On partait d'une diminution très forte du potentiel industriel de notre pays. L'énergie, là on a des forces dans l'énergie, donc il faut les solidifier et il faut pivoter en fait vers des énergies décarbonées, mais finalement on a un des pays qui avait le plus d'atouts. Et l'agriculture, on va dire que c'est entre les deux. On a une souveraineté agricole, on l'a vu, quand on est capable de nourrir notre population dans un épisode comme le Covid, on voit quelle est notre force. On voit aussi quels sont les maillons faibles. On l'a vu notamment sur tout ce qui est protéines pour les élevages, pour la nourriture des animaux. Et c'est sur cette base-là qu'on a commencé à construire la réflexion sur notre souveraineté. C'est au fond confronté à la crise. Où sont les maillons faibles? Où sont les risques? Et comment on fait en sorte que notre pays conserve une capacité à s'imposer sur l'agriculture et sur l'alimentation? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne va pas tout produire. Je vous annonce très sérieusement qu'on ne va pas produire du cacao et du café sur le territoire national. Néanmoins, il faut qu'on soit en situation d'être dans un rapport de force favorable sur nos importations et sur nos exportations, d'être capable de couvrir l'ensemble des besoins et des usages, que ce soit sur les intrants, je pense notamment aux phytosanitaires, aux engrais, ou que ce soit sur l'alimentation de nos bêtes et des humains. Ce que vous nous dites là, ça n'est pas une feuille de route décroissante, à bien vous entendre. Non, le souhait que nous portons et qui fait bouger finalement la vision qu'on peut avoir de Farm to Fork, c'est que l'Europe et la France doivent produire plus. Nous devons produire plus parce que nous devons remplacer une partie des importations aujourd'hui agricoles et alimentaires par des produits qui sont plus exigeants d'un point de vue environnemental et, de par notre modèle social, plus exigeant au passage d'un point de vue social. Ça, c'est une responsabilité que nous avons. C'est une responsabilité parce que c'est aussi une manière de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre l'effondrement de la biodiversité, mais également de maintenir l'activité sur notre territoire et de faire en sorte que nous ne perdions pas des points de vie sur notre agriculture, comme nous l'avons vécu dans la désindustrialisation qui a coûté des points de vie très chers à notre pays entre 1980 et 2015 ces dernières années. Alors, on peut réussir ça sans pour autant lâcher sur les questions environnementales, devenir moins exigeant, lâcher sur la biodiversité, lâcher sur le réchauffement climatique. On peut faire les deux à la fois. Qu'est-ce que c'est les outils pour vous pour y arriver ? D'abord, c'est une nécessité de le faire parce que, encore une fois, la baisse des rendements, elle est liée à l'effondrement de la biodiversité et au dérèglement climatique. Donc, ne pas agir sur ces deux leviers-là, c'est finalement condamner notre agriculture. Là où il faut qu'on soit malin, c'est qu'il faut accompagner nos agriculteurs. On leur demande de passer d'un schéma agricole A à un schéma agricole B avec une transformation massive. Ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps. Et les marchés, les consommateurs ne sont pas encore prêts à accueillir ces transformations. Donc l'État doit être au rendez-vous. L'État, c'est le temps long. L'État, c'est l'innovation et la recherche. L'État, c'est la capacité à déployer des moyens importants en expertise et financiers pour accompagner des transitions.
On reviendra sur ces questions d'innovation qui sont passionnantes et qui, je sais, vous intéressent beaucoup. Mais on a d'abord cette question des revenus agricoles, parce qu'on ne peut pas faire une transition quand on a du mal à joindre les deux bouts, quand on est agriculteur. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a déjà des choses qui sont dans Egalim. Et puis, il y a cette fameuse proposition des prix planchers qui a été faite par le président de la République, ici même samedi, qui fait beaucoup parler depuis. Alors, est-ce que on en sait un petit peu plus sur qu'est-ce que ce sont ces prix planchers ? Les prix planchers tels que le conçoit le président de la République, ce n'est pas des prix administrés, comme on veut nous le faire croire et comme la gauche, l'extrême gauche essaye de le mettre en avant. Il y a eu un malentendu sur les termes ? Non, je pense que la notion de prix plancher est une notion qui éclaire le débat. Lorsqu'on parle d'Egalim, c'est quand même pas d'explication directe. En revanche, la manière dont on construit ces prix est différente d'une approche, je dirais, soviétique pour être caricaturale. Nous repartons de tous les outils qui ont été mis en place dans le cadre d'Egalim. Et je veux rappeler ici qu'Egalim, c'est avant tout les États généraux de l'alimentation, de l'agriculture et de l'alimentation. Ça a été une concertation très profonde qui a été menée avec l'ensemble des maillons de la profession agricole et de l'alimentation en 2017, dont sont sorties 2 lois. Qu'est-ce que disent ces lois? C'est un principe de contractualisation entre les agriculteurs, les transformateurs et la distribution, avec une marche en avant qui part des coûts de production et d'indicateurs de référence qui sont construits dans la filière. C'est ça que nous voulons faire. Ce qu'on constate, c'est que nous l'avons fait, mais que ce que nous avons fait ne boucle pas encore aujourd'hui. Oui, il y a une progression de la contractualisation. Oui, il y a eu la prise en compte de manière plus importante des indicateurs de référence qui sont bâtis sur les coûts de production, mais pas partout. Et aujourd'hui, des agriculteurs continuent à souffrir d'un rapport de force, je dirais, qui n'est pas à leur bénéfice dans ces négociations avec les transformateurs et la grande distribution. Donc quand on entend prix plancher, il faut en fait entendre intensification des indices de référence des coûts ? Exactement, il faut entendre outils qui permettent de rééquilibrer la négociation en faveur des agriculteurs. Il faut entendre, je dirais, système de négociation qui fasse que les agriculteurs se mettent d'abord d'accord avec les transformateurs sur leur prix avant qu'une négociation puisse avoir lieu entre le transformateur et la grande distribution. Et il faut entendre outils permettant d'imposer à tous ceux qui essayent de contourner le système, et on sait qu'il y a beaucoup de créativité pour contourner ce système-là. C'est une manière aimable de le dire. Exactement, je pense notamment aux centrales d'achat européennes pour faire en sorte qu'on puisse sanctionner et appliquer le droit français lorsque le produit est cultivé en France, il est transformé en France, il est transporté en France, il est vendu en France à quelqu'un qui habite en France. Dire que le droit français ne s'applique pas, c'est une absurdité. Mais alors, ça c'est aussi intéressant parce qu'on a le droit français, mais on a aussi le droit européen qui est contraignant pour la négociation commerciale parce qu'il a des notions de concurrence qu'on ne doit pas dépasser. Quelle est votre vision de l'articulation de ce prix plancher français avec et la loi européenne et puis avec les concurrences européennes? Comment est-ce qu'on peut faire jouer tous ces éléments les uns avec les autres? Alors, la première chose, c'est qu'il faut travailler effectivement au niveau de la Commission européenne. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Nous avons vu, Marc Fesneau et moi, le commissaire de l'agriculture. J'ai également Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, pour travailler sur cette notion d'applicabilité de la loi française dans le contexte européen et de prise en compte du fait que certains acteurs, de par leur taille, sont des acteurs systémiques, qu'ils ont des responsabilités complémentaires et que oui, il y a un enjeu de défense de notre agriculture européenne. La crise que nous vivons en France, elle est vécue en Espagne, elle est vécue en Pologne, où on a vu ses conséquences dans les Pays-Bas sur l'émergence d'un parti qui a fait 15 à 20% aux dernières élections législatives et qui est un parti agricole. Donc cette problématique, elle n'est pas propre à la France, elle est européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités européennes, la présidente de la Commission européenne, un certain nombre d'États membres prennent la mesure de la nécessité de construire cette vision de souveraineté et d'indépendance agricole européenne. Et c'est ça qui va permettre de faire bouger les lignes. La France, ça reste le premier pays producteur agricole en Europe. Est-ce que la France peut faire bouger les lignes et reprendre une sorte de leadership sur les constructions des politiques agricoles en Europe?
Je pense que la France a toujours le leadership sur, en tout cas, une part de voix qui est supérieure à d'autres pays européens sur la politique agricole commune. C'est évident, et sur la politique agricole en général. On le voit sur la négociation des jachères. C'est la France qui a déclenché la bataille sur le fait d'avoir une dérogation sur les jachères et de revenir sur ce principe. C'est la France qui a déclenché la bataille sur Farm to Fork et le fait qu'il faut qu'on soit des producteurs et qu'on ne perde pas cette fonction essentielle de production sur le territoire européen. C'est la France qui est également à la manœuvre sur l'agenda de simplification. Ce sont des combats difficiles. Nous sommes 27 États, nous n'avons pas forcément les mêmes visions. Nous pouvons parfois faire des arbitrages entre le secteur agricole et d'autres secteurs. On le voit notamment sur les négociations internationales. Mais on le voit quand la France dit non. Ça a de la valeur. Je pense notamment au traité Mercosur, où nous avons démarré la négociation en étant quasiment les seuls à dire non. Et aujourd'hui, nous continuons à bloquer ce traité parce que nous estimons qu'il ne comporte pas les protections nécessaires aux agriculteurs et surtout qu'il s'inscrit dans un agenda de concurrence déloyale. Et nous, notre principe de base, c'est de dire les exportations et les importations, oui, mais la concurrence doit être loyale, a fortiori lorsqu'on parle d'environnement et de santé, parce que c'est toute la planète qui est concernée. Donc ce n'est pas des choix de pays, c'est des choix planétaires. Il est hors de question que nous fassions les efforts alors que d'autres ne les font pas. Est-ce que vous pensez que là, avec la crise agricole majeure qui a traversé tout le continent européen, parce que la France n'est vraiment, comme vous le rappeliez, pas isolée, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère agricole européenne? Est-ce qu'il y a eu une sorte de prise de conscience de la valeur de cette souveraineté alimentaire européenne? Est-ce que ça se sentira dans les prochaines politiques agricoles? Moi, je le pense très profondément. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'arme agricole et l'arme alimentaire est utilisée comme une arme de guerre par Vladimir Poutine. Et ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que nous avons à nos portes une puissance violente, une puissance qui a agressé un pays qui était indépendant, qui est susceptible d'en agresser un deuxième. On voit ce qui se passe autour de la Moldavie, qui utilise des armes d'attaque informationnelle, notamment sur la crise agricole et d'attaque cyber contre l'Europe, qui essaye de nous déstabiliser en Afrique. Et ce n'est pas neutre quand on parle d'agriculture, car quel est le continent qui aujourd'hui a une responsabilité pour nourrir l'Afrique? C'est l'Europe et notamment la France. Et donc c'est aussi un enjeu de puissance, c'est aussi un enjeu d'indépendance et d'indépendance politique. Et ça, je crois qu'il faut qu'on l'ait, et d'indépendance démocratique. Je vais jusque-là. Donc oui, il est temps que l'Europe se ressaisisse et que nous fassions de l'agriculture un des éléments centraux de notre agenda de puissance européenne. On a l'impression qu'on est à la fin d'une période de naïveté. L'Europe en paix, bien nourrie, est en train de prendre conscience qu'il faut qu'elle rassemble ses forces agricoles aussi. Je dirais qu'on est aussi à la fin peut-être d'une période où on était dans un esprit d'ouverture collective, c'est-à-dire on avait professé à la fin des années 90 la fin de l'histoire. L'histoire reprend ses droits, les tensions géopolitiques augmentent et l'Europe, si elle veut rester une grande puissance, doit prendre ses responsabilités. Il faut nommer les tensions, il faut aussi être capable de dire que l'ouverture dont nous avons toujours fait preuve peut fonctionner, mais à des conditions de réciprocité. C'est ça aussi qui porte un agenda démocratique et un agenda d'équilibre au plan mondial. Il ne faut pas alimenter les tensions géopolitiques, mais il faut savoir et choisir ses alliés. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Je retiens que l'agriculture est redevenue quelque chose d'absolument stratégique. Ce qui se passe ici au Salon de l'Agriculture, c'est aussi la préparation de cette future réaction. Merci de nous avoir... Je dirais même que le ministère de l'Agriculture est devenu un ministère régalien et qu'il faut l'assumer. Merci Agnès Pannier-Runacher, on va retenir ça de cet entretien. Je vous retrouve pour ma part ici même demain au même endroit pour une nouvelle édition du Champ des possibles. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée sur le Salon de l'Agriculture.